accru la radio en comparaison à l'échographie. On aurait un diagnostic beaucoup plus fiable à la radio. Face à ces constats, la problématique qui s'est donc imposée à moi est la suivante. L'échographie serait-elle une alternative fiable et suffisante pour le diagnostic des flexions de la tête dans les présentations du siège? Pour répondre à cette question, je vais aborder avec vous aujourd'hui deux parties de mon travail. Donc la déflexion de la tête fétale et ses moyens diagnostiques, et puis mon étude. La déflexion de la tête fétale est d'une prévalence variable, de 1 à 11% selon les études. Autoriser un accouchement par les voies naturelles dans une présentation du siège avec une tête défléchie entraînerait des complications neurologiques fétales gravissimes. La revue de la littérature m'a permis de mettre en évidence différents moyens diagnostiques. La clinique, elle est citée de manière très briève dans l'étude d'Anna. La radiographie, elle a été mise à l'étude dans les années 80, on a de nombreuses publications. Pour avoir un diagnostic radiographique fiable, ce qui est important, c'est d'avoir une vue de profil du fœtus. C'est pour ça qu'en 1981, Westgren a proposé que 2 clichés de la mère soient réalisés de manière systématique, un cliché de profil et un cliché de face. Ces avantages se sont révélés dans les années 80 en l'absence de méthodes alternatives. Ces inconvénients, bien entendu, c'est la double exposition et fétale et maternelle. L'échographie. Pour l'échographie, je n'ai retrouvé qu'une seule étude. C'est celle qui a été menée en 1994 en Israël par l'équipe de Rojansky. Ces avantages, c'est d'une part qu'on n'a pas de rayonnement ionisant pour la mère et pour le fœtus. Aussi, on n'a pas les problèmes d'incidence qu'on pourrait retrouver en radiographie dans la mesure où il s'agit d'un diagnostic en dynamique. Ces inconvénients, c'est que dans les cas de mauvaise échogénicité, on peut ne pas réussir à déterminer le degré de flexion. Enfin, le pelvis scan, il a été mis à l'étude au CHU de Marseille. Au même titre que l'échographie, on n'a pas le problème d'incidence retrouvé à la radiographie. Par contre, l'étude a été rapidement abandonnée pour cause d'indisponibilité fréquente des appareils. Donc on a vu qu'il y a différents moyens de diagnostic. Parmi un même moyen de diagnostic, il peut exister différents types de mesures. Ce n'est pas le même angle qui est considéré. On a donc différentes classifications, ce qui peut expliquer en partie la prévalence variable. L'ensemble de ces études se regroupe sur un point. C'est que seule une hyper-extrême déflexion de la tête fétale est une indication césarienne. Donc sur cette diapo, on voit un cliché d'écho qui est issu de l'étude de Rojansky. L'angle de flexion est déterminé de la façon suivante. Une droite est tracée qui passe par le toit de l'orbite oculaire et l'éminence occipitale d'une part, et d'autre part, une droite qui passe par le rachis cervical et thoracique. Si cet angle est supérieur à 90 degrés, on détermine la tête en position défléchie avec différents degrés de déflexion. Si cet angle est supérieur à 150 degrés, on a là une indication de césarienne avec une tête en extrême déflexion. Sur le cliché de radiographie qui vient de l'étude de Ballas, on a une tête en extrême déflexion, ce qui a indiqué une césarienne. L'angle de flexion en fait, est déterminé entre la droite passant par le rachis cervical et la droite passant par le rachis thoracique. Si cet angle E est supérieur à 90 degrés, on a une indication de césarienne. Donc j'ai réalisé une étude prospective comparative au CHU d'Amiens entre avril 2009 et janvier 2010. L'ensemble des patientes avec une présentation du siège qui ne présentaient pas de contre-indication à l'accouchement par les voies naturelles avant la recherche d'absence de déflexion de la tête fétale bénéficiaient dès leur début de travail d'une échographie. Lors de cette échographie, on estimait le poids fœtal et on déterminait le degré de flexion de la tête. L'opérateur avait un questionnaire à remplir, il avait le choix entre différents items, tête fléchie en position intermédiaire, tête en extrême déflexion et position de la tête fétale indéterminable. Puis la radio de contenu était réalisée, l'opérateur renseignait le même questionnaire. Le but de l'étude, c'était de comparer l'impression de l'opérateur à l'échographie d'une part et à la radiographie d'autre part. Ensuite, réaliser la mesure réelle de la variable selon un angle que je vais vous expliquer après.
Et puis enfin, je corrélais l'impression de l'opérateur à la mesure réelle de la variable. Si mon hypothèse initiale s'avérait vraie, utiliser de manière préférentielle l'échographie aurait pour but de limiter l'exposition fétale et maternelle au rayonnement ionisant, de diminuer le temps d'attente pour l'analgésie péridurale. On n'a pas besoin d'attendre que le site de radio soit disponible pour avoir le diagnostic. Un archivage plus simple des clichés d'écho, une estimation pondérale dans le même temps diagnostic et enfin une limitation des coûts. À propos des intérêts des limites de mon étude, je voudrais aborder le cas particulier de l'angle de flexion. Donc, l'angle a été déterminé de la façon suivante. On trace la tangente à l'occiput, et la tangente au rachis cervical. Donc, si cet angle est inférieur à 90 degrés, on dit la tête en extrême déflexion et on a là une indication de césarienne. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode assez simple et qui est applicable à la fois à l'écho et à la radio. Initialement, quand j'ai réalisé la méthodologie de mon étude, je voulais appliquer la méthode de Rojanski, donc celle où on a une droite qui passe par le toit de l'orbite oculaire et l'éminence occipitale. À mon sens, c'était la méthode qui était la plus reproductible. Le souci, c'est que sur une majeure partie des clichés que j'ai obtenus, on n'avait pas de profil strict en fait, et on ne voyait pas l'orbite oculaire. Donc cette méthode n'était pas applicable. Donc, sur la durée de l'étude, il y avait 54 patientes qui répondaient aux critères d'inclusion. 76% d'entre elles ont accouché par les voies naturelles. Pour 20 patientes, j'ai retrouvé à la fois le cliché de radio et le cliché d'échographie. Globalement, on n'observe aucune différence entre l'appréciation de l'opérateur à l'écho et à la radio. Les 13% que vous voyez sur ce diagramme, en fait, ce sont des cas pour lesquels l'opérateur a déterminé la tête fléchie avec une méthode et en position intermédiaire avec l'autre méthode, ce qui en soi n'a pas de conséquence dans la mesure où le diagnostic, la conduite à tenir obstétricale demeure la même. Aussi, dans tous les cas sauf un, la conduite à tenir obstétricale de l'opérateur est la même que celle émanant de la mesure de la variable. Pour ce cas particulier sur lequel je vais revenir, l'opérateur a déterminé la tête en position d'extrême déflexion, ce qui a indiqué une césarienne. Sur ce cliché de radio, parce qu'il n'y avait pas de cliché d'échographie, j'ai appliqué les différents types de mesures que j'avais retrouvées dans la littérature et à chaque fois je la classais en position intermédiaire. Donc, je sais que je n'ai pas du tout un taux d'inclusion qui est important, donc mes résultats n'ont rien de significatif, mais mon hypothèse de départ peut être envisagée, à savoir l'échographie est aussi fiable que la radiographie. Il y a quelques points particuliers que je voulais aborder. Les clichés d'échographie permettent de visualiser l'affection de la tête fétale au même titre que les radiographies. Ça, c'était par rapport à la réglementation avec la valeur médico-légale. On voit mieux à la radio et on a besoin de cette preuve. Donc, on arrive à réaliser très bien ces clichés d'écho. Dans l'étude, il y a une seule patiente pour laquelle le degré de flexion de la tête fétale n'a pas pu être déterminé à l'écho. C'est une patiente qui avait une paroi abdominale importante. Donc, dans ces cas-là, la radiographie en fait, devient un outil diagnostique complémentaire. Aussi, l'échographie permettant d'apprécier le degré de flexion de la tête fétale est réalisable par l'équipe présente, obstétricien ou sage-femme compétente en échographie. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir recours au manipulateur radio. Dans mon étude, une seule échographie a été réalisée par une sage-femme, elle était diplômée en échographie obstétricale. Alors, sur ce cliché de radio, on voit la tête qui, en fait, le degré de flexion de la tête qui nous a conduit à faire une césarienne. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai appliqué les différents types de mesures et à chaque fois, je retrouvais la tête en position intermédiaire. Donc, des variations interindividuelles de l'interprétation de l'attitude de la tête fétale peuvent entraîner des conduites à tenir obstétricales différentes. D'où l'importance, en fait, d'avoir une méthode de mesure qu'on connaisse avec des points fixes. Alors, sur ce cliché, l'opérateur a déterminé la tête en position fléchie. Pour déterminer un degré de flexion de tête fétale, on sait qu'il faut avoir une vue de profil du fœtus. Or là, on a plutôt une vue de dos et ce qui a été pris pour une flexion de la tête semble davantage être un asynclitisme. Ça, c'était le cas sur 3 clichés de radio que j'ai retrouvés.
Pour 2 d'entre eux, l'opérateur a déterminé la tête en position fléchie. Pour un seul, l'opérateur a dit que la flexion de tête n'était pas déterminable. C'est un souci qu'on n'a pas en échographie dans la mesure où l'échographie est un moyen diagnostique en dynamique. En conclusion, on peut dire que parmi les différents moyens cités, l'échographie tire son épingle du jeu par son innocuité maternelle et fétale, son faible coût, sa facilité de réalisation, sa rapidité et le fait qu'il s'agisse d'un diagnostic en dynamique font d'elle un outil remarquable. La pratique systématique par certains de la radiographie, avancée pour un aspect médico-légal et de plus grande fiabilité, ne semble pas justifiée. Il convient alors d'avoir recours de manière préférentielle au diagnostic échographique pour la recherche de l'absence de défection de la tête fétale. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Restez peut-être une question ou deux, on peut se permettre. S'il y a une réflexion, ce qu'on retient de votre topo, c'est finalement l'échographie de première intention, à l'exception des femmes où la réalisation de l'écho est impossible pour des raisons techniques. Avez-vous d'autres habitudes dans la salle? Oui. Uniquement, donc, de comparaison de l'échographie, là, aucune étude. J'ai retrouvé, en fait, les seules études que j'ai retrouvées sur la radiographie, donc c'était des études anglo-saxonnes qui ont été réalisées dans les années 80, et sur l'écho, la seule, c'est celle de Rojansky, donc en 94. Sinon, pas d'études. Bien, merci beaucoup. Félicitations, et nous allons donc écouter maintenant Amélie Touchard.